ces soirées, c'est vraiment d'être dans un échange et un partage autour de des sujets du quotidien, des sujets qui vont vous aider à mieux vivre votre quotidien, de pouvoir aborder des outils de bien-être, des préoccupations peut-être du moment, parce que ça arrive aussi. Ça arrive qu'on soit préoccupé. Il y a des fois où on arrive à simplement s'occuper en attendant. Et puis, des fois, on n'arrive pas à juste s'occuper et on est dans une préoccupation qui tourne en boucle dans notre tête. Et bah, des fois, la bonne action n'est pas forcément de tout de suite faire appel à un ami ou à un joker, on va dire. Des fois, c'est vraiment d'accepter cette situation, d'accepter cet inconfort, hein, parce qu'on peut parler d'inconfort. Je trouve que c'est quand même plus doux que de parler de... Il y a des fois, j'entends des mots comme quoi c'était violent, comme quoi c'était difficile, et d'autres mots encore qui finalement, si on pioche un petit peu dans tout ce qu'on peut entendre dans le développement personnel, bien les pensées sont créatrices. Alors quand on passe des moments qui sont violents, qui sont difficiles, qui sont compliqués, que sais-je encore, est-ce qu'on s'offre la possibilité de vivre le prochain inconfort de manière plus douce? C'est pas sûr. C'est pas sûr si on reste avec cette croyance que les pensées sont créatrices. Alors voilà, il y a peut-être un mot déjà ce soir que vous pouvez retenir, c'est l'inconfort. Alors je ne sais pas si vous avez vécu des inconforts là depuis quelque temps. Moi, Ah, pour ma part, je voulais partager sur Facebook. Ça a été un moment. Alors, des fois, c'était inconfortable, des fois, c'était juste ennuyeux, en fait. Euh, C'était juste ennuyeux et ennuyant. Je voyais bien la vie se dérouler, mais hmm. finalement, j'avais du mal à retrouver ma joie intérieure parce que en général, il y a des inconforts, mais la joie est là. Mais là, en fait, j'étais presque comme, ben, comme un lac. Hein, souvent, je prends la métaphore de la mer avec les vagues, les marées et tout ça. Et là, finalement, j'étais presque comme un lac. Et ça m'a rappelé les années où j'ai pris des antidépresseurs et où ma famille, mes proches me disaient oh, je sais pas, enfin, on te reconnaît pas d'habitude. Voilà, t'es plus enfin, pétillante et tout ça. Donc là, j'étais pas sous antidépresseur, mais j'étais juste dans une énergie un peu particulière que j'ai observée, que j'ai accueillie. La plupart du temps, c'était une phase, c'était un palier que je passais. Ça, c'est pareil. Je vous parle la métaphore de l'évolution. Vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube, où on peut en reparler ce soir si vous voulez qu'on en reparle. Et donc là, dans cette métaphore d'évolution où on gravit des marches, où on monte des marches à notre rythme, et puis d'un seul coup, on arrive à un palier, et puis on a l'impression de stagner, mais finalement, c'est juste la grande marche un peu plus large qui conduit à l'autre étape de marche. Et là, je me suis retrouvée en fait à vraiment me rendre compte euh, que je, j'avais même plus cette notion de palier. En fait, pour être tout à fait honnête, j'avais oublié cette notion de palier. J'étais tellement dans un espace euh, bah, trop calme, j'ai envie de dire, que finalement, j'avais même plus cette notion de palier. Euh, J'avais, quand j'étais dedans, aujourd'hui j'ai une observation différente, mais quand j'étais dedans, je me disais, ok, euh, mais si ça doit être ça, en fait, d'être calme, posé, apaisé, en harmonie, ah bah, franchement, bah, j'en veux pas. J'ai dit non, tant pis, je préfère avoir les larmes, je préfère avoir les crises de fou rire, je préfère avoir les tempêtes de colère. Euh, ouais, non, j'ai dit ça m'intéresse pas, c'est ça la vie lambda. C'est ça
c'est ça, vivre une vie calme. Donc c'était intéressant à observer. C'était encore, ben, je dirais, renforcer ce trésor que j'ai trouvé vraiment depuis peu, d'aimer vivre sur terre, hein, vraiment. Donc cette phrase, elle est importante, au-delà d'aimer la vie, comme on dit, sur le plan humain, parce que c'est beau, parce que ceci, parce que cela. Ben, finalement, moi, depuis plusieurs mois, maintenant presque un an, j'ai vraiment ressenti, je la ressens de nouveau. J'ai eu 2 mois où c'était un peu en stand-by, c'était un peu euh, déstabilisant, mais parce que c'est super chouette de sentir cette joie en fait de vivre, mais pas la joie, vous voyez, la joie de vivre profonde d'aimer être sur Terre, ce qui était quelque chose de très nouveau pour moi. Donc, je pense qu'on peut je pense que ça peut parler. Alors, je ne sais pas si ça vous parle déjà, cette notion de joie de vivre, mais surtout d'être heureuse d'être sur Terre, parce qu'on a des moments où on trouve la vie est belle, le printemps, les oiseaux chantent, le ciel est bleu et tout ça et tout ça. Mais finalement, est-ce qu'on ressent encore ça quand c'est des journées pluvieuses, quand elles s'accumulent, quand il fait gris? Et ce que j'ai découvert depuis un an, c'est que cette joie intérieure, qui était bien ancrée, eh bien, il pouvait se passer plein de choses. Je pouvais ressentir de la tristesse. J'avais quand même ce bonheur d'être sur Terre. Alors, est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, ok. Et donc là, pendant ces 2 mois, j'ai exploré, expérimenté euh, la non-émotion. Bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, parce que là, j'entends qu'on est en train de me dire des choses. Euh, alors, je vous dis ce qu'on est en train de, ce que je reçois. C'est vrai que pour ceux qui me suivent ou qui m'ont en stage, euh, je fais souvent pour faire comprendre pourquoi on vit sur Terre, c'est souvent en lien avec les émotions. Bien. Et donc là, ce que je vous dis, c'est que moi, du coup, mes émotions étaient complètement plates, d'accord? Pratiquement. Parce que quand ma petite fille a été hospitalisée, évidemment que j'ai senti de la peine. C'était même pas de la tristesse, d'ailleurs, c'était de la peine, parce que j'ai confiance en la vie, je savais que on vivrait ce qu'on avait à vivre et qu'on aurait les outils pour le vivre. Et là, ce que j'entends, en fait, c'est qu'ils me disent, bah ouais, tu vois, c'est ça, ne pas avoir d'émotion. Donc comme ça, tu peux connaître, et avant, j'aurais pas pu faire ce rapprochement, puisque si ça avait été sous médicament, ça aurait été factice. Et comme là, ce n'était pas sous médicament, eh bien finalement, ce n'est pas factice. Donc, ils me disent, ben voilà, tu vois, c'est ça de ne pas avoir des émotions. Donc évidemment, bon, nous, les dialogues vont très vite, hein, la Wi-Fi fonctionne bien. Et donc j'ai ok, mais alors de l'autre côté, il est question qu'on a enfin de l'autre côté ou dans l'invisible, il y a les sentiments. Donc, ce que j'entends, c'est que justement, il fallait vraiment que je puisse faire une différence entre les émotions, les sentiments, donc tels que la joie, l'amour, euh, quoi d'autre, je sais pas, je suis pas une experte dans les mots, hein, parce que c'est pas évident entre émotion et sentiment, on peut se confondre. Mais bon, on va prendre ces deux choses-là, la joie, l'amour. Euh, et puis les émotions, c'est ce qui nous traverse, d'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, quand la joie est vraiment à l'intérieur de nous, qu'on est vraiment dans cette joie de vivre, dans cette reconnaissance et cette conscientisation, ce soir je peux parler comme ça parce que je sais que vous êtes tous connectés, euh, au-delà de Zoom, vous êtes connectés, cette conscientisation d'être un être sur Terre, mais non pas un être d'ici, un extraterrestre qui s'est incorporé dans un corps humain pour y vivre l'expérience humaine. Ok? Et donc, c'est de cette joie-là, cette joie de vivre sur Terre, est-ce que quand vous vivez des émotions, est-ce que quand vous vivez des émotions, de la tristesse, de la peine, de la colère, de la frustration,
que sais-je encore, mais le rire aussi, et le rire et l'euphorie, euh, ce sont des choses qui nous traversent. C'est à un moment donné. Mais finalement, si on est quelqu'un de triste intérieurement, parce qu'on va parler de ça aussi, je connais bien, si on est quelqu'un de triste intérieurement, c'est pareil, les émotions nous traversent. C'est-à-dire que, ah j'adore, ouais j'adore. C'est-à-dire que quand on est triste intérieurement, on va trouver des moments d'euphorie. D'accord? Là, on va pas pouvoir parler de joie parce que finalement, la joie est un sentiment. Donc, on va avoir des moments de rire et des moments d'euphorie qui peuvent être amenés juste par la joie d'être en famille, qui peuvent être amenés parce qu'on prend l'apéro avec les copains et les copines, et que finalement, à un moment donné, ça monte un peu à la tête. Et puis, alors, c'est là où on dit justement qu'il y a l'alcool triste et l'alcool joyeux. Si c'est l'alcool triste, c'est qu'il y a vraiment de la tristesse à guérir chez vous. Hein. Si c'est de l'alcool joyeux, c'est que finalement, la joie est là, il faut juste la faire sortir. Mais donc ça, ce sont des choses qui nous traversent. Donc, soyez observateur de ça et non jugeant de ce qui passe à l'intérieur de vous. Soyez observateur et regardez réellement, la plupart du temps, qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi votre sentiment profond? Sans vous juger, vraiment avec amour et bienveillance. Comme si vous étiez en train de parler à un enfant de 8 ans, 8-10 ans, on va dire, 8-10 ans, j'ai une image, de 8-10 ans, et puis vous voyez qu'il n'est pas bien. Et puis il n'est pas bien, et qu'est-ce que tu as? Ben je sais pas. Alors qu'est-ce que vous lui diriez à cet enfant? Qu'est-ce que vous lui diriez? Et ça, vous le tournez vers vous en fait. Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? Eh ben, qu'est-ce qu'il va vous dire? Moi, je sais pas. Il va vous dire, bah non, moi je me sens triste. Je trouve que les gens, ils sont méchants. Donc ça me rend triste. Alors on va pas lui dire non. On va lui dire, bah, je comprends. Je comprends. Mais peut-être que si je te fais voir les choses d'une autre manière, peut-être que tu pourras plus regarder les gens qui sont gentils et moins regarder les gens qui savent pas se comporter autrement, ils font de leur mieux, mais qui ont des réactions qui peuvent paraître méchantes. Et si c'est la joie, bon bah tant mieux, hein. La joie, je crois qu'il n'y a pas trop, tant mieux. La tristesse, c'est surtout de prendre conscience que c'est la joie et que finalement, quand vous avez une émotion de tristesse qui vous traverse, si vous savez que cette joie est bien ancrée à l'intérieur de vous, hein, donc cette joie de vivre sur Terre, j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus parce que c'est important pour la suite des événements, j'ai envie de dire, et je ressens. Eh bien oui, vous aurez. Alors attendez, on est en train de me dire. Ok. Bon, faut pas que j'arrête pour écouter, il faut que je continue à parler sans m'arrêter. Ok. Ils sont exigeants en plus, hein. Non mais oh, calmez-vous. Finalement, ben oui, je comprends, j'ai perdu le fil du coup. Ouais, j'ai compris. C'est bon, j'ai retenu la leçon, ça marche. Finalement, donc cette joie et ces sentiments qui vont passer à l'intérieur de vous. Ah ok, ça y est, c'est revenu. Merci. Donc, quand je disais ça, la joie et cette émotion de tristesse, par exemple, qui va passer au travers de vous, eh bien, c'est important parce que finalement, c'est un peu un coup de gueule, mais faut arrêter de croire que parce que on a eu plein d'outils de développement personnel, parce que on médite 10 heures par jour, ou je ne sais pas, ou on médite. On médite 1 heure le matin, le soir, et puis on fait du yoga, et puis on fait ceci, et puis on fait cela. Et finalement, quand on a une émotion de tristesse ou de colère qui arrive, on l'accueille pas. On l'accueille pas. Bah non. Bah non. C'est pas spirituel. Mais c'est quoi la spiritualité? C'est quoi pour de vrai la spiritualité? La spiritualité,
c'est pas de lire des beaux livres comme ça, entre autres, de faire du yoga, de faire de la méditation, de faire des stages, de faire des formations, de développer son pouvoir personnel, C'est ça, c'est tout ça, mais c'est pas quelque chose c'est pas une case où on va rentrer dedans. C'est pas une case. La spiritualité, c'est la vie sur Terre. Et c'est accueillir la vie sur Terre. Et c'est accepter ce qui se passe sur Terre. En ayant et en ouvrant notre conscience à ce qui nous entoure, à ce qui est à l'intérieur de nous, à ce qui impacte notre intérieur par ce qui se passe à l'extérieur. La spiritualité, c'est trouver dans tous les gestes du quotidien la grandeur énergétique et spirituelle que nous avons à vivre sur Terre. Est-ce que ça va, cette notion-là? C'est vraiment... J'adore. Sonia revient. Coucou. C'est super. Vous pouvez mettre un pouce pour ceux qui préfèrent ne pas allumer leur caméra. Comme ça me permet de vous voir participer à votre manière et ça fait plaisir. Dans ce qui nous est demandé, et ce n'est pas encore le moment, c'est pour ça que ayons la patience et la persévérance d'apprendre encore et encore. C'est vraiment pas vers ça qu'on va, c'est de conscientiser la vie dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle est, tout, tout. Conscientiser la façon dont notre corps agit. Alors, on parle souvent des maladies. Attention, attention oreilles sensibles, j'arrive sur un sujet. On parle souvent des maladies, ok? Notre corps, il nous parle. Et le sujet que j'ai, parce que j'en ai parlé, je crois, avec les stagiaires de samedi dernier. Et j'y pense... Ah, ben, je suis contente de te voir, Mathieu. Et j'y pense par rapport au livre de Daniel Meroy. Il y a le livre secret de Yeshua. Et là, l'image que j'ai eue, en fait, quand j'ai parlé de spiritualité, il m'est revenu l'image, enfin l'image, oui, une vision qui m'a fait parler de ça. C'est que Jésus aussi allait à la terre. Alors à son époque, ça voulait dire quoi, aller à la terre? Ça voulait dire aller à la selle. Parce qu'à l'époque, bah, c'était ça, c'était des trous dans la terre. Et ça aussi, c'est spirituel. Puisque la spiritualité, c'est la vie sur terre. Et ça en fait partie. Votre digestion, votre corps, donc on part des selles, on part de l'urine, d'accord? Votre corps vous parle déjà au travers de ça. Il y a ceux qui y vont trop, parce qu'ils ne peuvent pas garder les choses. Il y a ceux qui n'y vont pas, parce qu'ils gardent trop les choses. Donc c'est intéressant aussi de vraiment conscientiser ce qui se passe au niveau de notre corps. J'ai vécu une expérience. Attention, expérience. Ça, je fais ça, c'est parce qu'il y a des fois, les gens, ils croient que c'est juste pour parler de moi. Non, c'est juste expérience. Je suis allée au Vietnam il y a 5 ans. Et là-bas, j'ai vécu une expérience très forte, émotionnellement.
c'est venu me chercher dans la blessure d'abandon. Et, ouais. Et j'ai vécu vraiment des choses émotionnellement très, 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 très costaud. Et c'est là que j'ai conscientisé à quel point notre corps était merveilleusement bien fait. On est parti 12 jours et mon mal-être, en fait, s'est installé. J'avais du mal-être, de la colère. J'ai même fait une journée sans parler tellement je sentais que j'étais remplie de colère et je voulais surtout pas la déverser sur les gens qui étaient autour de moi, pour vous dire un petit peu comment c'était. Et donc on est parti sur, je dirais que sur 12 jours, donc il y a eu entre le troisième et le 10e jour, où ça a été, c'est monté comment on dit, en intensité, jusqu'au moment, au milieu de ces 7 jours où j'ai décidé de ne pas parler parce que la seule chose qui me faisait du bien, ça tombait bien, on était en lisière de jungle. Et la seule chose qui pouvait être bien, c'était que j'arrête de parler parce qu'il fallait que je vive, fallait que je fasse, je vive ce que j'avais à vivre, que je fasse, que je rassure mon mari qui était inquiet, que je vivais quand même le voyage touristique du mieux que je pouvais. Enfin, d'ailleurs, je le vivais plutôt bien, c'est ça qui était fou, parce que le côté émotionnel était intense et en même temps, je vivais le voyage touristique avec beaucoup de bonheur. Donc bon, voilà, au milieu du séjour, il y a eu 2 jours très intenses. Donc ce jour-là où j'ai dit: Je je ne peux pas me permettre de parler». Donc j'ai passé du temps à écrire et avec un escargot qui était grand comme ça, qui se laissait caresser et avec qui j'ai pu communiquer, qui m'a fait beaucoup de bien. Ça a été mon maître ce jour-là. Et puis le lendemain où j'étais tellement mal que la seule solution pour moi, ça aurait été, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Donc j'étais à 12 000 kilomètres de chez moi, 12 à 15 000 kilomètres de chez moi et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, de divorcer et de me rentrer dans une grotte. Bon, ce qui est très peu confortable, lorsqu'on est à 15 000 kilomètres de chez soi. Bon, et il restait encore des jours. Voilà, pour vous dire à peu près l'intensité des émotions. Et vous savez, on dit les reins, quand on a peur et on fait le pipi de la peur. Vous savez, on dit ça, hein, parce que les reins, c'est les peurs. Mais c'est les émotions aussi. C'est aussi l'évacuation des émotions, bien sûr, les reins. Ils filtrent ça. Et quand on est rentré, qu'on était sur le chemin du retour dans le bus, où on a roulé longtemps puisqu'on quittait la jungle pour revenir sur Hanoï, cette journée-là, il a fallu que je demande des pauses pipi régulièrement. Et à chaque fois que j'urinais dans la nature, donc ça c'est top hein, finalement, puisque... Ah, est-ce que vous m'entendez bien? On me dit que la connexion est instable. Ouais, c'est bon. Bon, vous me direz ça va mal. Et je faisais pipi au milieu des palmiers, au milieu des rizières de riz, à chaque fois qu'on s'arrêtait. Et à chaque fois que j'urinais, j'avais la vision des passages difficiles que j'avais eus. Comme si j'étais en train de nettoyer au fur et à mesure toutes les étapes du voyage. Parce qu'il y a eu aussi des connexions à une vie antérieure où j'ai été tuée à bout portant. Voilà, il y avait des choses comme ça. Et donc, on a dû s'arrêter au moins 5 fois, je pense. Après entre le matin et l'après-midi, on a dû s'arrêter 5 à 6 fois. Jusqu'à la dernière fois où on s'arrête, avant de rentrer en ville, à la dernière fois où on s'arrête, c'est très drôle, c'est l'image qui me revient. Je descends avec une fille avec qui on n'a pas du tout parlé. Elle voulait pas parler pendant le voyage, elle voulait profiter de son voyage. Il y a juste le jour où je parlais pas qu'elle voulait parler. Bon, bah j'ai dit, bah non. Et on descend et, elle me dit, c'est marrant ce que ça passe à ce moment-là. Elle me dit, tu sais, j'aimerais beaucoup que ce soit toi qui nous marie. Je vois que voilà, faire notre cérémonie de mariage sur la plage et tout ça, mais j'osais pas t'en parler pendant le voyage parce que je te reconnaissais pas.
Et j'ai dit, mais tu sais pas me reconnaître en fait, c'est que je me suis permis de vivre ce que j'avais à vivre. Donc en fait, ce n'est pas être authentique que de pas vivre ce qu'on a à vivre. On ne peut pas se reconnaître. Si on se reconnaît ou qu'on ne se permet pas d'être autrement, comment peut-on être authentique? Et donc, je vais faire ma pause pipi au milieu des palmiers et je remonte dans le bus. Et là, on part et finalement, on ne pouvait plus s'arrêter parce qu'on était sur l'autoroute en direction d'Hanoï. Et d'un seul coup, mon mari me voyait changer de visage. Et j'avais super mal. Il fallait absolument, ma vessie était remplie. J'avais mal au rein, j'avais mal partout. Et je disais, mais il faut que je me libère. Et là, je dis, mais c'est quoi ça? Et là, on me dit, ben là, c'est le passage des 2 jours les plus difficiles. Donc, mon corps était prêt à libérer, mais il fallait que je conscientise encore, en fait. Et quand on est arrivé à Hanoï, on s'est arrêté dans un petit magasin pour acheter des produits vietnamiens. Et j'ai demandé à aller aux toilettes. Et là, j'ai eu mal, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu des coliques néphrétiques ou des cystites, des infections urinaires. Et là, je suis allée aux toilettes. Et j'ai fait pipi, j'en avais mal aux cuisses. Hein, on ne s'assoit pas sur les cuvettes, nous les filles. Je raconte tout, hein, moi je suis dans les détails. Et je suis restée au moins 2 bonnes minutes à uriner, en ayant mal comme si j'avais eu une infection urinaire et des coliques néphrétiques au niveau des reins. Comme si c'était carrément des petits minéraux qui partaient pour me libérer de ce passage-là. Quand j'en suis sortie, un quart d'heure après, j'étais de nouveau comme on me connaît le plus souvent. Tout était fini. Alors mettre de la conscience. On parle beaucoup de... Moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire de mettre de la conscience sur la façon dont on va aux toilettes. Bon, voilà. Bon, écoutez, il faut une première à tout. Mais on parle de la conscience de la nourriture. Il faut bien qu'elle passe quelque part, cette nourriture, quand même. Donc, est-ce qu'on y met une conscience aussi? Voilà. C'était le partage que j'avais à vous faire pour ce soir. Comme d'habitude, je m'y attendais pas. Mais je trouve que c'est un beau partage. Et j'aimerais maintenant avoir votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi dans le chat ou vous ouvrez votre micro si vous voulez. Vous levez la main et puis vous ouvrez votre micro. Oui? Alors, puisqu'on en est à parler des selles, eh ben, moi, je crois que c'est la première fois que j'ai été jusque-là de conscientiser, parce que là, ces 10 derniers jours, j'ai vécu aussi des choses de mémoire à évacuer de moi. Et je vais de problème pour aller à la selle. Et là, un peu constipé et tout ça. Et pendant, ça a duré une semaine. Et pendant 2, 3 jours, j'étais un peu dans cet inconfort de rien savoir, mais en même temps d'accueillir. Et quand tu es dans ce moment-là, ah bah ouais, bien sûr, tu sais pas. Donc, comme tu sais pas, ben, si tu te laisses aller à une pensée, tu peux vite avoir peur. Si je me laisse aller à une pensée, je pouvais vite avoir peur ou je sais pas quoi, mais tout de suite, je me mettais en poste d'observation et en confiance en disant, et le fait du coup de me mettre en observation et de mettre plus de conscience dans ce qui se passait dans mes intestins, ben, j'ai réussi à entendre des messages. Et j'entendais, je visualisais tout à fait tout ce qui était justement de l'ordre des mémoires, ou je sais pas quoi, on peut l'appeler comme on veut, qui en fait, j'étais constipée parce que ça avait besoin de se concrétiser. Et j'ai vraiment pris conscience de ça. Et franchement, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Parce que, bah, effectivement, 2 jours après, j'étais aux toilettes et là, j'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui s'est libéré de moi. Donc, ouais, être en observation du corps, c'est quelque chose que je découvre depuis un an et Hmm. ça aide énormément à comprendre quand on prend ce poste d'observation et d'accueil, quoi. Moi, je trouve que Hmm. c'est fabuleux, hein. Depuis que je découvre ça, c'est du coup toutes les peurs qui peuvent être entre guillemets sociales de ce qu'on a entendu, de nos mémoires collectives, etc.
ça prend un coup de vent en 1 seconde 5 parce que on entend vraiment soi-même, quoi. On entend vraiment soi-même au-delà du corps. C'est dans le corps, mais c'est au-delà du corps et c'est très, très, très enrichissant. Voilà, Et c'était là, mon petit enfin, quand on partage. parle des intestins, merci pour ton partage. Quand on parle des intestins, finalement, on dit tout le temps que les intestins, le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Mais notre cerveau, il a une mémoire. Il mémorise les choses. Donc pourquoi notre ventre ne ferait pas la même chose? Donc en fait, simplement avec cette conscientisation, c'est quand on sent que dans notre ventre, on n'est pas bien, peut-être, ou ben, c'est dire, ok, allez, fais-moi voir la mémoire que tu es en train de libérer là, ou que tu as envie de libérer finalement. C'est quoi cette mémoire? Bon. Est-ce que vous avez un autre sujet que vous avez envie de partager par rapport à ça? Dites-moi. Faites-moi un petit coucou si vous voulez partager. Non? C'est bon? Alors, est-ce que vous avez un autre sujet dont vous avez envie de parler ou des questionnements actuels que vous avez envie de soulever? Dites-moi. Mettez-le dans le chat hein, si vous n'avez pas envie de parler avec le micro. Hein. Non? Vous n'êtes pas bavard? C'est vous qui faites aussi la soirée. Hein. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, je suis contente de vous avoir partagé ce qu'il y avait à partager. Je vais regarder s'il y a autre chose. Ouais, ok. Je trouve intéressant aussi justement le souvenir qui m'est revenu là de cette personne qui est thérapeute hein, aussi. Et je trouvais d'ailleurs assez comme quoi, enfin thérapeute ou pas hein, d'ailleurs, hein, on est des humains, hein, on n'a pas la parole d'or et les maladresses font partie aussi de nous. Hein. Enfin, nous aussi, on peut faire des maladresses. Hein. Faut pas mettre les thérapeutes sur un piédestal parce que bien souvent, on nous fait vite tomber du piédestal un jour parce on fait un truc qu'il faut pas. Mais les maladresses, on est comme tout le monde. Hein. Ça peut nous arriver aussi. Bon, bref. Donc, ouais, j'aime bien cette idée de souvenir où, bah oui, t'étais pas toi-même. Mais en fait, ça veut dire quoi être toi-même? Ça veut dire qu'en fait, il y a un masque qui convient à l'autre et que dès qu'on sort de ce masque, on n'a pas le droit. Mais on a tous. Au-delà des masques, on a tous des phases de personnalité, des sous-personnalités qui nous... Ah, pardon, j'ai oublié de relever mon téléphone. Qui sont très différentes. C'est ce que on en revient du coup au début, c'est-à-dire qu'on peut avoir des passages, parce que qu'est-ce qui fait nos différences de masque ou de sous-personnalité? C'est nos émotions aussi. Si je peux avoir la joie et l'amour en sentiment ancré à l'intérieur de moi, mais finalement, quand je suis en colère, vous me verriez avec un masque qui est pas très sympa. Hein. Parce que quand je suis en colère, je suis en colère. Hein. Alors quand j'arrive à l'accepter, ça va, et à l'accueillir, mais quand avant, j'arrivais pas à l'accueillir ou à l'accepter, je peux vous dire que ça pétait. Hein. Je suis une fille de feu, je peux vous dire que ça pétait fort. Hein. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Évidemment que dans l'idéal, c'est d'apprendre à savoir quoi faire de ma colère. Donc c'est ce que j'ai fait avec le développement personnel. Mais je suis la même. Finalement, si on regarde les différentes facettes qu'on peut faire voir aux autres et qu'on s'autorise à faire voir aux autres, déjà ça les autorise eux-mêmes à nous faire voir les leurs. Puis surtout, si on sent de l'amour de l'autre et qu'on donne de l'amour à l'autre avec toutes ses facettes, on a le droit de dire, oh ben non, quand tu es en colère comme ça, écoute, va dehors,
J'ai pas envie de la subir, ou alors dis-moi, puis on en parle, mais j'ai pas envie de la subir. Mais on peut aimer l'autre. On n'est pas obligé de lui dire: «Oh bah Yan, je te préfère quand t'es calme». Bah, je fais ce que je peux. J'expérimente la terre, excuse-moi, je fais ce que je peux. On nous a quand même mis avec un package d'émotions et en plus on est obligé de les avoir, de faire au mieux avec, mais on est obligé de les avoir jusqu'à notre mort. Bon, excuse-moi, il y a des fois je gère, des fois je gère pas. Mais je pense que ça c'est important en fait dans notre authenticité. C'est important de pouvoir s'autoriser à être. Et c'est ça la spiritualité. C'est s'autoriser à être. Si on a envie de faire rayonner notre spiritualité en étant habillé tout en blanc et tout ça, puis qu'il y en a qui disent: oh bah ça y est, il se prend pour un gourou lui ou elle. Mais si ça lui fait du bien, si ça l'aide à se sentir aligné, si ça te parle pas, ben tu vas ailleurs. C'est pas grave. On est combien de millions sur Terre? On n'est pas obligé d'aller sur une personne. Mais en même temps, bah lui c'est ce qu'il a à vivre ou elle. C'est vraiment de... Ouais, de nourrir la joie de vivre en se permettant d'être. Et pour ça, il faut accepter nos faiblesses, nos soi-disant défauts, comme on peut dire des fois, nos soi-disant défauts. Voilà. Moi, pour l'instant, je Bah, n'ai je rien dirais que de... Oui, c'est accepter le costume émotionnel de soi, en fait. Parce que moi, personnellement, avant, quand je voyais quelqu'un en colère, crier ou être... j'étais tétanisée. Alors, j'avais un côté de moi qui prenait le dessus parce que j'étais une grande sauveuse et une grande maman. Et donc, du coup, paf, je pouvais me positionner. Mais en fait, le fond du fond, c'était mais il faut que je le calme parce que c'est insupportable pour moi de le voir comme ça. Alors, est-ce que c'est lié à l'hypersensibilité? Est-ce que c'est lié... Moi, je crois tout simplement que j'avais jamais osé manifester ce sentiment de colère et que du coup, ben, quand tu es confronté, ben, c'est ça, accepter, jouer en fait, jouer entre ce qu'on ressent, entre l'écho qu'il y a et toujours avoir cette petite position d'observation à un moment donné, peut-être pas sur le moment, mais à un moment donné, de se dire, tiens, mais en fait, même si on n'a pas les réponses tout de suite, hein, parce que moi, il a fallu un paquet d'années avant d'entendre les choses, mais on s'aperçoit à la fin que quand on arrive vers la fin d'un gros chapitre ou d'un livre, hein, s'il y a plusieurs tomes, comme il y a plusieurs tomes, ben moi, je m'aperçois que toutes ces émotions que j'ai pu recevoir de l'autre en acceptant ou pas, en observant, etc., ça m'apporte une richesse aujourd'hui de capter tout de suite ce qui se passe en moi pour l'autre. Enfin, c'est beaucoup plus large parce que, en fait, s'autoriser à être, c'est accueillir le tout émotionnel, le tout de la vie, le tout des pièces de théâtre qu'on peut jouer. Et là, la joie, elle s'installe parce que là, on se rend compte que, waouh, je ne sais pas qui a écrit le scénario, mais c'est super bien fait, quoi. après, C'est voilà, super bien fait. oui. Après, ça dépend du cheminement de chacun et de quel Oui, chemin on a choisi de vivre. Mais dans le fait que tu dises, oui, quelqu'un, en fait, ça, c'est aussi une bonne chose à observer. C'est-à-dire que si vous êtes, alors, si vous, ou vous vous rendez compte que quelqu'un d'autre a du mal à accepter les larmes, par exemple. Il y a des gens qui sont très gênés par le fait que quelqu'un pleure devant eux. Mais ça, faut se rappeler qu'en fait, ça parle d'eux, hein. Oh, mais allez, ça va aller. Mais en fait, ça parle d'eux. Parce que eux, ils sont pas à l'aise. Ils s'autorisent pas à avoir leurs émotions. La colère, l'agacement, oh, ben ça sert à rien de te mettre dans des états pareils. Mais toi, tu t'autorises? Je dis pas que c'est bien d'être dans cet état-là, mais toi, tu t'autorises à vivre ça? Ou c'est pas assez spirituel? Parce que ça, moi, je l'ai eu une fois, une patiente, et je pose à peine mes mains dessus, mes mains sur elle, et je sens en fait de la colère. Alors que c'est quelqu'un qui parlait très doucement, lentement, posément,
en faisant attention à ses mots et tout ça. Et je dis, mais ça va avec la colère, vous la gérez comment du coup Ah non, non, jamais je me mets en colère. Je dis, ah bon, mais, je dis, mais la colère, c'est une émotion en fait. Enfin, ça se décide pas d'être en colère ou pas en colère. Si ça vient, ça vient. Il y a des fois, il y a des choses qui peuvent nous agacer et déclencher de la colère. Mais elle me dit non, la colère, c'est le malin. Et j'ai, alors moi je connaissais pas, je dis c'est quoi le malin? Elle me dit c'est le malin quoi. Il y a le bien et le malin. Ah, ok, ok. Mais j'ai la colère, enfin voilà, c'était quelqu'un qui voulait être très spirituel, qui suivait un gourou, qui... C'est normal, c'est une émotion. On n'est pas obligé, on ne la vit pas tous à la même intensité, avec la même fréquence, mais c'est une émotion. On peut être quelqu'un qui a jamais vécu de colère et puis un jour, il arrive un accident à notre enfant et ça, je suis pas sûre que la colère soit pas là. Hein, moi, perso, je pense que la colère serait là, même si après, j'aviserai et je verrai avec les outils qui sont à ma portée. Mais oui, Noël? Mais je trouve qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ces émotions-là. Parce qu'il y a des émotions positives, des émotions dites négatives par opposition. Mais ce que chacun vit, en fait, c'est respectable. Parce que c'est leur émotion, c'est leur façon aussi d'être à la vie, quoi. D'être présent dans leur vie. Et s'il y a quelque chose qu'ils expriment à travers ça, ben, c'est acceptable. Il n'y a pas de jugement à avoir. Par contre, on peut avoir des réactions par rapport aux émotions des autres. Et ça, c'est plus difficile des fois parce qu'on peut être agacé, effectivement, on peut être, c'est pas du jugement, mais c'est des réactions parce qu'on réfléchit pas forcément, on n'est pas forcément toujours conscient de ce qui se passe chez l'autre. Et des fois, ça peut mettre la personne en difficulté aussi, hein. Comme tu dis, les larmes, etc. Des fois, on est mal à l'aise, mais qu'est-ce que ça veut dire chez soi aussi? Qu'est-ce que ça rapporte à soi? Des fois, c'est ça, c'est que c'est gênant pour soi-même. Et c'est souvent à soi, Voilà quoi. c'est souvent Il y a des vis-à-vis de émotions soi qui en peuvent fait. paraître négatives, pardon. Il y a des émotions qui peuvent paraître négatives aussi, mais qui servent à quelque chose, Mm. qui servent à prendre conscience de certaines choses. Moi, je crois qu'il n'y a pas franchement d'émotion, on disait négatif, positif, mais en fait, c'est une émotion, point, qui doit être vécue à ce moment-là et qui sert à quelque chose pour la personne, qui est dans l'écologie de la personne. Mm. Voilà. Complètement. Merci Noël. Et finalement, en fait, on n'est pas obligé de dire positif et négatif. On peut dire agréable et Non, pas agréable. voilà. Parce que la colère, la tristesse et tout, c'est inconfortable quand même. Ou confortable, agréable et inconfortable. On peut peut-être aussi Voilà. changer un peu les mots. Mais oui, ça parle de nous. Moi, l'image qui me revenait, c'était quand ma deuxième fille, des fois, rentrer elle se renfermait, elle a une façon de gérer en fait sa tristesse qui est de se renfermer, de se mettre dans sa chambre et voilà, petit à petit on a trouvé des trucs, mais moi je sais qu'au début c'était inconfortable et limite je me serais vite agacée en fait. Et pourquoi? Parce que ben, je voyais trop ce qu'elle vivait et que j'avais vécu et qu'en tant que maman j'avais pas envie qu'elle le vive. Donc il a fallu en fait finalement que moi je travaille sur moi, en fait que je fasse des choses pour accepter que j'ai eu beau évoluer, eh bien je devais accepter que ma fille pouvait vivre la même chose que moi et enfin en tout cas la même chose, en tout cas passer par des émotions similaires. euh, et que la seule chose que je pouvais faire, c'était lui donner des outils. Et finalement, des fois, je sentais qu'elle n'était pas à pouvoir entendre les outils. Donc, bah, je me suis rendu compte que ce qui lui faisait du bien, c'était juste que je la prenne dans mes bras, qu'on ne parle pas et qu'on attende que ça passe. Voilà. Mais pour ça, il a fallu d'abord que je calme, en fait, parce que je voulais trop la raisonner pour ne pas qu'elle vive ce que moi j'avais vécu et qui m'avait emmené dans, dans du très, très, très inconfortable, hein, voilà. Et puis évidemment, la peur qu'elle ne veuille pas rester sur Terre, puisque moi je voulais pas rester sur Terre, mais bon, elle n'avait pas ce degré-là. Donc,
Ainsi soit-il. Elle n'avait pas ce degré-là. Je trouve que tu as dit un truc super important là, c'est le fait que tu ne pouvais pas forcer les choses et que toujours avec cet amour de faire en sorte qu'elle aille mieux, en acceptant le fait que toi, tu aies du mal à la voir comme ça et en même temps en acceptant que, ben voilà, c'est dans sa vie. Le fait d'avoir regardé ce que ça te faisait en toi et d'avoir essayé de trouver quel est le moyen pour pouvoir l'aider à travers toi, ben, finalement, le résultat, c'est quoi, comme tu dis? J'ai pu donner de l'amour. Parce que souvent, quand quelqu'un pleure comme ça en face de toi, «Oh mais non, mais t'inquiète», mais tu le frustres, Mm. tu lui coupes son besoin. Alors que si tu dirais, voilà, tu vis le truc, tu es mal à l'aise, mais bah, tu te tais, tu essayes d'être dans l'écoute, et puis en fait, bah, finalement, la personne elle va pouvoir déverser ce qu'elle avait à poser, à exprimer, et là, tu peux faire un câlin, ou un regard, un sourire, et là, pour moi, c'est le propre de l'humanité d'arriver à vivre, c'est ça pour moi trouver l'amour, c'est se rendre compte «égoïstement» entre guillemets de quelle est ma position, qu'est-ce que je reçois à ce moment-là à travers l'autre, et après pouvoir partager, bah, le principal c'est ouais, paf, un sourire, un câlin, je te comprends, c'est ça l'échange, Mm. ça me fait je sais pas pourquoi je pense aux champignons, qui se connectent partout dans la terre quoi, tu vois? Enfin, Mm. moi, chez moi, j'ai des orchibouques qui poussent et des orchidées qui se fécondent avec des champignons. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne, cette affaire-là, mais je trouve que ça prouve bien que ben, des caractères soi-disant différents et compagnie, non, au contraire, ça peut être super riche bon, enfin, un petit peu de temps dans la vie pour eux. Mais ouais, c'est vachement intéressant, ça. Et c'est par le détachement, finalement, que on peut rester dans l'amour, en se détachant. Ma fille aînée, elle a eu un passage difficile pendant 5 ans par l'adolescence où elle était très en colère et vu que c'est une enfant indigo, les enfants indigos, en fait, pour se protéger, c'est des êtres d'amour, mais ils n'acceptent pas qu'on leur donne de l'amour, en fait. Ça les met en colère. Faut pas les toucher, faut pas, voilà, ouais, ça les met en colère. Et cette colère, du coup, comme ils peuvent pas gérer cet amour, ben finalement, ils se la tournent vers eux ou vers l'autre. Et donc, nous, on a passé ce passage très délicat et inconfortable pendant 5 ans, où finalement, il fallait tout le temps qu'elle se mette en colère. Donc, ils se mettent en colère souvent contre le parent avec qui c'est le plus fusionnel. Et ma fille aînée, en fait, on faisait de la télépathie quand elle était bébé. Quand elle avait faim, j'avais juste à penser et à lui faire voir, je finis ce que je suis en train de faire et je viens te donner la tétée. Elle s'arrêtait et elle attendait que je vienne. Elle avait 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Enfin, c'était fou, quoi. Donc, on était très fusionnels. Et donc, évidemment, elle s'en prenait plus vers moi. Et elle venait m'hurler face comme ça en me disant oui, de toute façon t'es folle, c'est n'importe quoi ce que tu fais, de toute façon c'est pas possible que tu sois ma mère, t'es trop bizarre, voilà. Et au début ça a été compliqué parce que finalement c'est dur de se dire ben mince, mon enfant ne m'aime pas, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et tout ça. Et à l'époque, j'ai fait beaucoup de bonhommes allumettes, hein. J'imagine parmi vous, vous connaissez les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Si vous connaissez pas, ben, c'est un outil extraordinaire. Et ben donc j'en ai fait des bonhommes allumettes et j'ai fait j'ai fait des méditations avec mes guides pour qu'ils m'aident. Et en fait, ce qui nous a aidés, c'est que je me détache en fait. Vraiment que je me détache pour juste pouvoir l'accueillir avec mon amour. C'est tout. Et ne pas du tout me laisser envahir par ce qu'elle pouvait dire et par sa colère. Ce qui fait que quand elle venait hurler, au lieu de crier, puisque moi qui ai un tempérament de feu, évidemment, ça partait en colère. Il y a même une fois où j'ai tapé dans le mur parce que je me suis dit, si je lui en mets une, elle va avoir mal. Donc j'ai tapé dans le mur, du coup c'est moi qui me suis fait mal, j'assume, mais parce qu'elle m'emmenait tellement dans des colères et que je n'arrivais pas, et c'était d'autant plus frustrant que j'avais des personnes qui venaient me voir pour ça, que j'arrivais à les conseiller, et quand je rentrais du cabinet, je me retrouvais face à elle, qui du coup me venait me chercher dans les plus petits retranchements que je pouvais trouver. Donc en travaillant sur le détachement, eh ben, j'ai réussi à rester, comment on dit, stoïque, ou enfin calme, voilà, devant elle.
Et quand elle venait me chercher, qu'elle se mettait face à moi, qu'elle me déversait sa colère, je disais, ok Marie, ok, tu peux faire ce que tu veux ma chérie, mais rien ne m'empêchera de t'aimer. Et en fait, elle me regardait avec sa colère comme ça. Ah, tu m'énerves quand tu dis ça. Et pof, elle partait dans sa chambre. Et j'étais tranquille. Et j'allais la voir après. Et là, on pouvait discuter. Donc, le détachement, il est important. Il est important. Si on prend trop les choses personnellement, on ne peut pas en fait véritablement aider l'autre. C'est pour ça aussi qu'en tant que thérapeute, on voit énormément de gens différents et que ce détachement, il est important. Donc on reste dans la bienveillance, la compassion, mais justement, on n'est pas empathique pour avoir ce détachement. Et ça aide aussi dans les milieux infirmiers, voilà, quand on est en rapport avec l'autre. Mais ça aide pour tout le monde. C'est pas ne pas aimer que d'avoir du détachement. Au contraire, on peut encore plus donner de l'amour parce que finalement, on n'a pas d'émotions qui viennent, euh, euh, comment je dirais, comment on dit, mince, polluer c'est ce sentiment en fait. Là, les émotions, bah, du coup, elles peuvent pas être polluées. Les sentiments peuvent pas être pollués par les émotions. Je vais y arriver. Voilà. Voilà les points, ça sert pour les enfants parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc, n'hésitez pas à faire les bonhommes allumettes quand il y a une difficulté. Donc, ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec un membre de sa famille, ça peut être avec soi-même, de ne pas avoir assez de détachement pour observer et regarder qui on est. Alors, Donc, si je peux donner une petite expérience, en plus des hommes allumettes, moi, j'ai eu des rapports avec ma sœur qui étaient un peu, enfin, pas évidents, quoi. Et après avoir fait 150 000 expériences, parce que ça me touchait et que je n'arrivais pas à gérer ce truc-là, je crois d'ailleurs que c'est toi qui m'avais conseillé de faire ça. J'ai écrit ce que je ressentais et puis j'ai imaginé ce que j'avais envie d'entendre de ma sœur. c'est ça, Et comme si ma sœur m'écrivait ce que moi j'avais envie d'entendre. c'est ça. Ouais. J'ai fait ce courrier, je l'ai posté, et ben, je vous assure que c'est hyper efficace, quoi. Alors, C'est un... normalement, on ne poste pas. Ben, non, je l'ai posté, pardon, je n'ai pas précisé, je l'ai posté au feu, Ah, à d'accord, l'univers. À l'univers. J'ai oublié de préciser, quand je non, dis je poste, ouais, parce que vraiment, dans cette lettre, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est une ouais. technique, c'est pas de moi, hein, cette technique-là, mais en tout cas, je l'ai testée. Moi, tout ce que je conseille, c'est que je l'ai testé moi-même. Et quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas en phase avec vis-à-vis de quelqu'un, voilà, ça fait partie des outils qu'on peut faire pour s'aider à pardonner et à apaiser la relation. Donc, c'est vous écrivez une lettre à cette personne. Ça peut être avec l'univers aussi, hein. Moi, je l'ai fait une fois avec l'univers parce que j'étais en colère contre l'univers, contre, contre le boss. J'ai dit, attends toi, je vais te faire une lettre de démission, tu vas voir un petit peu, hein. Donc, je lui ai fait une lettre de démission. Et puis, donc vous faites une lettre et vous mettez vraiment tout ce que vous avez à mettre dedans. Vous mettez un minuteur d'au moins 5 minutes pour pas que ce soit le mental qui parle. Mais au début, c'est le mental. Mais finalement, comme vous avez au moins 5 minutes à écrire, eh ben, il y a tout ce qui doit sortir qui doit sortir. Voilà. Et une fois que c'est prêt, vous pouvez essayer de relire. Mais des fois, quand on écrit à la fin, c'est que des lignes. C'est juste l'intention qui est sur la ligne. Et ça, une fois que c'est fait et que vous êtes prêt, vous la brûlez. Et ensuite, vous prenez une belle feuille de papier blanc avec un beau stylo, votre plus belle écriture, et vous faites une lettre où vous vous répondez de la part de cette personne et où elle vous dit tout ce que vous avez besoin d'entendre pour apaiser votre cœur. Et vous la gardez, vous la mettez dans une enveloppe avec votre prénom dessus. Et comme ça, quand de temps en temps vous sentez que c'est encore fragile, eh ben vous relisez ça. Et puis un jour, vous allez la retrouver, et vous l'aurez oubliée, et puis vous pourrez la brûler parce que finalement, bah, ce sera apaisé. Et moi, je l'ai fait le plus flagrant, la première fois que je l'ai fait, où je connaissais pas cet exercice, je l'avais lu dans un bouquin, ou je sais plus où je l'avais eu. Ben, en fait, la personne est revenue vers moi. Donc, ouais, quelqu'un qui m'avait carrément jeté et que j'avais trouvé ça très injuste. Donc, j'avais eu besoin de faire
Je comprenais qu'on puisse avoir des, euh, des différences de point de vue, mais je ne comprenais pas la façon dont ça avait été fait ou ça avait été violent. Là, pour le coup, je peux dire le mot violent. Et que je trouvais que je méritais pas ça. Donc, j'avais fait cette lettre et finalement, le travail s'était fait puisque cette personne est revenue vers moi après. Donc, ça a permis d'apaiser. Bon, finalement, on n'a vraiment pas de choses en commun, donc on ne se voit plus, mais finalement, ça avait permis d'apaiser cette relation. Voilà. Donc, voilà les différents outils de la soirée. Faites-moi un petit signe si vous avez envie de rajouter quelque chose ou si vous avez envie que vous ne repartiez pas pour cette belle nuit, deuxième nuit de pleine lune avec une frustration. Donc, si vous avez envie de mettre quelque chose dans le chat, vous pouvez faire des coucous aussi hein, dans le chat. Ou si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Non, c'est OK pour vous? Bon, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse se dire au revoir. Donc, j'arrête l'enregistrement. Merci pour cette belle soirée. On se retrouve normalement le mois prochain. De toute façon, une fois que vous êtes inscrit, vous envoyez votre demande par mail. Et une fois que vous êtes inscrit dans le groupe, à part Noël qui n'était pas inscrite dans le groupe, mais bon, c'est une de mes stagiaires, je la connais bien. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, il faut que je l'appelle, il faut que je lui envoie le lien, j'ai bien fait, elle est là. Mais une fois que vous êtes inscrit dans le groupe des Prislosophie, surveillez les dates, parce que je ne sais jamais trop les dates à l'avance. Hein. Je ne savais même pas que j'allais en faire une autre ce soir, je l'ai su il y a quelques temps. Donc là, s'il y en a une autre au mois de mars, ce sera un jeudi soir, mais je ne sais pas quelle date pour l'instant. Et donc, une fois que vous êtes inscrit dans le groupe, que vous m'avez fait une demande par mail, hein, surveillez bien vos spams, parce que Gmail, c'est pénible, ça va dans les spams. Eh bien, vous recevrez le lien automatiquement quelques heures avant le Zoom. Hein. Vous n'avez pas besoin de refaire une demande. Si ça vous convient comme ça, et si ça ne vous convient pas, vous m'envoyez un petit mot et je vous enlève de la liste. D'accord? Ah, c'est super, mais je suis ravie pour toi, Sophie. Merci. Merci. Bon, j'arrête l'enregistrement. Voilà, comme ça, tout le monde va pouvoir rallumer sa caméra pour qu'on se dise au revoir. Allez, stop l'enregistrement.